Le Concorde pouvait traverser l'Atlantique en un peu plus de 3 heures, soit le double de la vitesse de n'importe quel avion moderne. Et vous le feriez avec style, en savourant une coupe de champagne. Mais attendez, ce n'est pas le Concorde. C'est le seul autre jet supersonique à avoir transporté des passagers commerciaux. Et non, ce n'est pas le Concorde. Nous parlons du Tupolev 144 de l'Union soviétique. Et oui, il a un look très similaire au Concorde, mais l'anneau était très différent. Le T-144 ressemblait plus à la sœur aînée et excentrique du Concorde. Il était bruyant, inconfortable, quelque peu risqué. Cependant, l'histoire du T-144 est, sans aucun doute, fascinante. Bien qu'il ait été influencé par le design du Concorde, avec son apparence inimitable, il a apporté quelques améliorations, une capacité à transporter plus de passagers et à atteindre des vitesses impressionnantes. Mais, en fin de compte, la véritable histoire du T-144 repose sur une grande tromperie, une tentative de tromper le monde. Dans les années 1960, la course pour créer un jet supersonique ne concernait pas seulement la vitesse. C'était une question d'affirmation de pouvoir et de supériorité, tant pour les soviétiques que pour les occidentaux. Et la course pour être le premier a vraiment commencé par une compétition entre trois. Les Américains avec leur Boeing 707 qui n'a jamais été achevé, le projet franco-britannique du Concorde, et les Soviétiques avec le Tu-144. Les Américains ont échoué, embourbés dans la bureaucratie et le dépassement de budget, ce qui a donné au Concorde un avantage clair. Les Soviétiques, avec des technologies plus primitives, étaient très en retard, mais ils ont compté sur ce vieux truc soviétique, l'ingéniosité. Et bien sûr, ils ont volé la partie cruciale du programme du Concorde. Au début, les espions soviétiques ont réussi à obtenir plus de 90 000 documents techniques sur le Concorde et d'autres aéronefs, ce qui a permis au programme soviétique de progresser plus rapidement. Le T-144 a décollé 2 mois avant le Concorde. Le Concorde, sans aucun doute, a été conçu en pensant au confort des passagers. Les journalistes ont été impressionnés par la douceur et le silence du vol supersonique, et comme les stewards pouvaient converser à bord, les passagers discutaient davantage. Mais qu'en est-il du T-144 ? Eh bien, il y avait du caviar et du champagne. Mais les journalistes occidentaux se sont concentrés sur les sièges étroits, sur les fenêtres dont les sondes tombaient soudainement, et sur les toilettes qui, dans certains cas, ne fonctionnaient même pas. Les moteurs du T-144 et ses systèmes de refroidissement travaillaient ensemble pour produire un niveau de bruit si élevé que les passagers ne pouvaient même pas communiquer. À la place, ils étaient obligés d'échanger des messages manuscrits et de communiquer par billets. Un détail qui n'est pas si important, ce qui, sans aucun doute, enlevait un peu de l'opulence de l'expérience. Voler sur le Tu-144 ne serait pas exactement une expérience fonctionnelle. L'avion n'a transporté des passagers que sur une seule route entre Moscou et Almaty, au Kazakhstan. Le problème est que les moteurs du Tu-144 consommaient tellement de carburant que la portée de l'appareil était extrêmement limitée, au point de ne même pas pouvoir traverser l'Union soviétique. Comparé au Concorde qui traversait continents et océans, le Tu-144, il opérait seulement une fois par semaine, bien qu'il y ait eu 7 autres avions prêts pour le service. Cela montre clairement à quel point les dirigeants soviétiques faisaient confiance au Tu-144. Sur les 102 vols réguliers du Tu-144, il y a eu 286 pannes mécaniques, dont 80 suffisamment graves pour retarder et même annuler les vols. Le risque d'un accident avec des passagers à bord était un énorme problème politique pour les soviétiques. Dès le début, la navigabilité du Tu-144 a été une grande préoccupation. En 1973, il s'est écrasé lors d'une démonstration au Salon de l'aviation de Paris et cela ne s'est pas arrêté là. En 1978, une version cargo s'est écrasée en raison d'une rupture de la ligne de carburant. En 1981, un autre incident a impliqué une explosion de moteur, obligeant un atterrissage d'urgence. Et ces problèmes montraient que le Tu-144 avait été précipité dans son développement, étant plus important pour les soviétiques d'avoir l'avion prêt avant le Concorde plutôt que de garantir qu'il soit bien conçu. De plus, les ingénieurs du Tu-144 avaient moins de ressources et des technologies inférieures. Mais malgré cela, nous ne pouvons pas nier l'audace du Sub-E. Le Concorde a été conçu avec des moteurs Rolls-Royce de dernière génération, l'Olympus, avec un contrôle informatisé de l'entrée d'air permettant un mode de vol appelé Super, croisière. Cela signifie qu'une fois la vitesse supersonique atteinte, le Concorde pouvait éteindre les post-combustion et maintenir cette vitesse. Quant aux ingénieurs du Tu-144,
Ils ont dû se contenter de moteurs nécessitant la post-combustion pour maintenir la vitesse supersonique. En ce qui concerne l'aérodynamique, le Concorde avait une aile optimisée, à la fois pour le vol supersonique et pour les décollages et atterrissages à basse vitesse. Quant à l'aile du TE-144, elle était efficace uniquement à haute vitesse, ce qui obligeait les pilotes à atterrir à des vitesses beaucoup plus élevées. Cela rendait les atterrissages difficiles, nécessitant même l'utilisation de parachutes. Pour contourner cette limitation, les Soviétiques ont conçu des canards, de petites ailes repliables à l'avant de l'avion qui amélioraient la stabilité à basse vitesse. Malgré toutes les innovations viables du côté de la terre de fer, la réalité était que le voyage supersonique était tout simplement trop coûteux. Dans l'Occident capitaliste, les billets du Concorde pouvaient coûter 5 à 6 fois le prix d'un vol normal. Ainsi, le Concorde est devenu synonyme de luxe et de glamour. Mais, de l'autre côté du rideau de fer, la situation était bien plus complexe. Qui, exactement en Union soviétique, communistes pouvaient se permettre de voler sur le Tu-44. Le prix d'un billet a été fixé à seulement 37 fulbro, une valeur pas beaucoup plus élevée qu'un autre vol régulier. Ce qui n'était pas suffisant même pour couvrir les coûts opérationnels. Les 14 Concorde qui sont entrés en service ont trouvé un petit créneau desservant des célébrités et des personnes riches. Mais même ainsi, le Concorde a été un échec. Les Français et les Britanniques ont investi des milliards de dollars dans le développement de l'avion, sachant dès le début qu'ils ne seraient pas capables de vendre le nombre d'unités nécessaires pour récupérer cet investissement. Quant au T-144, d'un autre côté, il n'avait pas ce créneau de luxe à exploiter. Ce marché de prestige a fini par être utilisé uniquement comme un outil de propagande et un symbole de prestige. Le Concorde a continué à opérer pendant 27 ans jusqu'à sa retraite en 2003. Mais qu'en est-il du T-144 ? Eh bien, il a été retiré du service commercial seulement un an après avoir commencé à opérer. Alors, avez-vous aimé en savoir plus sur ces deux avions ? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus.